Bonjour Jean-Jacques Darceau. Alain Capdegel, le coordinateur de l'émission Livres en partage, m'a parlé de vous et c'est avec plaisir que vous allez parler aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre de votre passion pour l'écriture. Nous comptons sur vous pour que vous parliez de vos livres passés et à venir afin que nous ayons envie de les découvrir. Mais d'abord, qui êtes-vous Jean-Jacques Darceau? Je crois que vous êtes un bigourdan. Oui, bonjour, je suis né à Tarbes, effectivement, j'ai pas mal bourlingué, et puis j'ai rejoint, donc ça va faire une vingtaine d'années maintenant, ma cité natale au pied des Pyrénées, que évidemment, comme bon nombre de bigourdans. Maintenant, l'écriture, ça m'a toujours suivi, passionné, Oui, surtout. alors avant que vous parliez de l'écriture, vous pouvez ajouter aussi que vous êtes un auditeur de l'Université du Temps Libre. Absolument. Je suis donc les émissions de la radio de l'UTL. Je suis également les cours, donc 3 ou 4 cours de l'UTL depuis 2 ans, plus ou moins assidûment. Mais je suis surtout tellement content, tellement heureux de rencontrer des gens, d'échanger, de discuter avec eux de mille choses, des hobbies de chacun, des miens, des leurs. C'est toujours très enrichissant et je suis vraiment très 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 satisfait de suivre les cours de l'UTL. Bon, maintenant nous allons parler de votre passion, hein, l'écriture. Alors, vous écrivez depuis longtemps ou c'est une passion récente? Mais dans une vie presque antérieure, c'est-à-dire il y a déjà 30 ou 5 ans, j'avais publié un polar qui s'appelait Koshka, un éditeur qui aujourd'hui a disparu depuis très longtemps. Donc ce sera très très difficile donc, à trouver, mais oui, j'ai déjà un lointain passé. Par contre, la dernière, on va dire, la dernière création, elle remonte beaucoup plus récemment, puisque les prémices donc, de la saga de l'Estanque, je les ai commencées il y a à peu près 5 ans. Bon, avant de parler de l'estanque, vous allez nous parler de vos motifs d'inspiration, hein. Vous m'avez parlé vous êtes un passionné de musique, hein, et vous avez beaucoup lu. Bah, la musique, oui, évidemment. Moi, j'étais biberonné quoi, au rock'n'roll, quoi, les années 60, 70, 80, la pop music, la soul, le blues, tout ça, évidemment, ça m'a élevé, ça m'a fait grandir, comme m'ont fait grandir euh, des centaines et des centaines de romans les plus divers. Ça va de Stevenson en passant par Virginie Despentes, Alexandre Dumas, Melville, les Américains, Roth, McCarthy, McCarthy, Jim Harrison, les Russes, Dostoïevski, Tolstoï, mais j'en passe, on pourrait en citer Et des dizaines et des dizaines. Mais ceux que j'ai toujours chéris, c'était ceux qui me faisaient rêver, qui me faisaient voyager. C'était ceux qui racontaient des histoires extraordinaires. C'est surtout Victor Hugo, Alexandre Dumas, Stevenson, des gens comme ça, quoi. Et là, j'ai essayé, je dirais, à mon modeste niveau, je dirais, d'imiter ou de ressembler un peu à ces récits qui parlent d'aventure, où on a le vent du large dans les poumons, où on a des personnages picaresques, pittoresques, truculents, parfois inquiétants aussi, et surtout, bon, des scénarios un peu, on va dire,
Oui, passionnant, qui vous accroche et qui ne vous lâche plus, quoi. Vous m'avez dit aussi que dans vos livres, on trouvait aussi de la musique, même si ce ne sont pas des livres audio. Alors dans la partie contemporaine, parce que mes livres sont composés donc de deux parties, hein, une partie historique qui se passe grosso modo début du 19e siècle et une partie contemporaine qui se passe de nos jours. La partie historique, bon, la musique n'est quand même pas trop présente, quoique, surtout en Grèce. Par contre, la partie contemporaine, oui, j'ai essayé de donner des sons, des couleurs à mon récit. Et c'est un récit qui est rythmé, qui est, on va dire, jamais embêtant ou ennuyeux, où on s'ennuie vraiment pas trop, quoi. Pas du tout, hein. Oui, c'est le rock'n'roll, le rock hein, qui a été votre inspiration. Oh ben oui, j'ai été élevé un peu, j'ai biberonné à tout ça, hein. J'ai moi-même joué de la musique, j'en joue d'ailleurs toujours un peu, du rockabilly, du blues, de la country également. J'ai vu énormément de concerts, j'ai été un peu ébloui, hein, comme beaucoup, par certains groupes britanniques ou américains. On va en citer quelques-uns, hein. Il y a eu les Who, il y a eu les Stones, il y a eu les Beatles bien sûr, mais il y a eu aussi les Doors, il y a eu le Velvet Underground, beaucoup d'autres ensuite, beaucoup d'autres. Oui. Oui, parce que vous m'avez dit que dans le personnage d'un de vos livres, c'est une rockstar. Hein, c'est une ex-rockstar qui s'est, on va dire, reconvertie en chasseur de trésors. Voilà. Bon, alors, 2 mots sur votre maison d'édition. Alors, cette maison d'édition, c'est une maison parisienne qui s'appelle Librinova. Qui, on va dire, se contente donc d'éditer sans prendre les droits d'auteur. Je suis toujours donc propriétaire de mes droits d'auteur. J'ai choisi l'édition numérique. Pourquoi? Parce que j'attends de voir comment va tourner, si vous voulez, ma saga. Là, pour l'instant, je viens de publier le deuxième tome, pardon. Lorsque le troisième tome sera achevé, j'espère avant la fin de l'année, il sera temps, je pense, de penser donc à une édition papier. Bon, alors nous allons maintenant parler de le premier tome de cette saga qui s'appelle Les Stanques. Bon, alors, les Stanques, c'est quoi? Alors, les Stanques. Les Stanques, c'est le nom d'un diamant qui existait, qui faisait partie d'un bijou fabuleux qui était l'apanage donc des rois d'Espagne pendant des siècles, qui était composé donc de cet énorme diamant. C'était un diamant bleu qui pesait plus de 150 carats ou 120, 130 carats, qui était bleu comme un lac de montagne, donc d'où son nom, les Stanques. Et ce bijou est également composé d'une énorme perle qui s'appelait la perle pérégrine, une perle rose, qui curieusement a refait surface en 1969 parce que le diamant a été perdu. Mais la perle a refait surface en 1969 et c'est Richard Burton qui a, aux enchères chez Sotheby's, je crois, a racheté cette perle et elle l'a offerte à Elizabeth Taylor, qui était son épouse. Par contre, les Stanques, lui, le diamant, lui, eh ben, il n'a jamais refait surface. Et c'est le point de départ donc de l'intrigue de ma saga, parce que je fais le pari que ben, ce diamant, il n'a pas été perdu pour tout le monde. Et durant les siècles, il est passé de main en main, hein, en forgeant certaines destinées et en contrariant ou en saccageant d'autres destinées
parce que, évidemment, autour de ce bijou qui est hors norme, tellement qu'il est d'une beauté surnaturelle, vont venir se greffer beaucoup de passion, beaucoup de cupidité et de la violence, bien évidemment. Non, comme vous l'avez déjà évoqué, votre roman se situe dans deux périodes extrêmement différentes. Hein. Le gros de l'intrigue se situe au XIXe siècle, mais il y a des incises au XXe siècle. Et voilà, c'est une histoire, ce sont des histoires qui se font écho 2 siècles après. La partie historique, on va trouver cet estanque qui est, on va dire, récupéré ou carrément volé par 2 soldats déserteurs de l'armée de Napoléon après la défaite de Vittoria, où justement on perd la trace du bijou des Autrichiens. Et 2 siècles après, les descendants de ces, on va dire, de ces pillards ou de ces déserteurs vont se retrouver confrontés à plusieurs chasseurs de trésors qui sont toujours à la recherche du diamant disparu. Et c'est là où l'intrigue va également donc rebondir 200 ans après dans la haute vallée de la Soule, du côté de Saint-Engrâce, de l'Arrault, là où 200 ans avant on avait perdu donc la trace initiale du bijou. Alors tout au long du roman, il y a en parallèle, on passe en parallèle du 19e siècle au 20e siècle, suivant quelle fréquence à peu près, ou c'est par chapitre, par... Non, c'est, si vous voulez, ce sont des blocs. J'ai pas voulu trop saucissonner pour que le lecteur perde le fil. Si vous voulez, on va trouver 3, 4, 5 chapitres en 1813 et ensuite, donc évidemment, 3, 4, 5 chapitres de 2020-2021. Bon, et ainsi de suite. Pour que le lecteur puisse bien, on va dire, s'imprégner de tous les acteurs et donc des histoires donc, qui se tressent autour donc, de la recherche de ce bijou. Bon, alors pouvez-vous nous parler des protagonistes, du moins des principaux de ce roman, L'Estaque ? Oui, c'est très riche si vous voulez, il y a quand même... Je ne veux pas dire qu'il y a un foisonnement d'acteurs, mais vous avez quand même, dans la partie historique, vous avez 3, 4, on va dire, héros. C'est le découvreur du trésor, c'est celui qui va le récupérer, c'est un brigadier de chasseurs à cheval qui s'appelle François Floréal, qui a 20 ans, et qui survit donc à la bataille de Vittoria et qui va faire la connaissance durant cette bataille en la personne d'un colonel de hussards anglais, donc un ennemi. Hein. Il va faire la connaissance de ce colonel qui s'appelle le colonel Stevenson, et ces deux-là vont devenir amis. Au-delà donc on va dire de l'antagonisme franco-britannique de l'époque, ces deux-là vont devenir amis. Ils vont se trouver un troisième ami aussi, un petit gars, un vétéran aussi des guerres napoléoniennes dans lesquelles il a perdu un bras, qui s'appelle Pachi, qui est un paysan sous le thym. Et la quatrième personne est une femme qui s'appelle Florence Bergès. C'est la fille d'un bijoutier toulousain qui va également donc côtoyer le bijou que François Floréal essaie en vain de revendre pour sortir
sortir de la misère. Bon, alors, vous nous avez parlé des personnages et nous avons compris que ce roman est un roman historique. Et pouvez-vous nous situer l'époque historique? Ben, l'époque historique, dans le premier tome, Oui, nous parlons du premier tome. C'est 1813. On est le 21 juin 1813, le jour du solstice d'été, et surtout le jour d'une terrible défaite française des troupes de Napoléon, qui sont commandées par le roi Joseph, le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, et puis par le maréchal Jourdan. En face d'eux, ils ont une masse, une armée qui est commandée par le duc de Wellington, aidés en cela par des troupes espagnoles et portugaises, et ils vont battre les Français. Et surtout, à la fin de la bataille, le soir, ils vont piller le convoi des Français qui, venant donc de Madrid, recèlent une quantité phénoménale donc, de trésors que les Français donc, ont récupérés à Madrid et ici et là. Donc vous avez des tableaux, vous avez des bijoux, vous avez de l'argenterie, vous avez des objets précieux, des bijoux bien entendu, de l'or, vous avez toute la paye de l'armée française. Et là, anglais comme français, comme espagnol, comme portugais, tout le monde va se donner la main pour piller, se remplir les poches, et c'est là que, justement, le bijou de l'Estanque va disparaître. Bon, Ensuite, le deuxième tome, vous allez retrouver, donc après, on va dire, les vicissitudes donc, du premier, vous allez retrouver les mêmes personnages 5 ans après qui vont se lancer dans une opération de secours en Grèce, en pleine guerre d'indépendance des insurgés grecs contre l'occupant turc, c'est 1825. Ils vont donc se lancer dans une espèce d'odyssée pour aller secourir des compatriotes qui sont assiégés dans une grotte fortifiée par les Turcs au pied du mont Parnasse. Bon, je crois que nous évoquerons tout à l'heure cet épisode, mais je voudrais que vous me disiez quelques mots sur les protagonistes, que vous campiez leur caractère. En particulier, moi, il y en a une personne qui m'intéresse, c'est Zélia, la petite Zélia. Alors, la petite Zélia, c'est la jeune sœur de François Floréal, donc le chasseur à cheval, le brigadier, qui va donc récupérer le diamant. Et elle, en fait, c'est une fille qui, assez vite, va monter à Paris, va être protégée par, on va dire, des personnes puissantes. Le comte d'Orsay, par exemple, le marquis de Lafayette, et qui va pouvoir accéder, chose rarissime et miraculeuse pour l'époque, et pour une femme, qui va pouvoir accéder donc à la culture et surtout à la connaissance scientifique. Oui. Et cette petite Zélia va devenir une mathématicienne absolument géniale. Oui, parce que au début du livre, on parle d'elle comme d'une pépiote. Hein. Oui, parce que c'est une petite fille qui est réservée, qui est très lente, qui est des côtés un peu autistes. Et évidemment, les gens sont cruels, vous savez, on la prend pour une retardée, pour une pépiote, comme on disait par chez nous. Oui. Alors que elle n'est pas du tout. Au contraire même, elle a des capacités intellectuelles hors du commun. Oui, d'où sa carrière de mathématicienne plus tard. Absolument. Bon. Avez-vous d'autres choses à dire sur l'Estanque, puisqu'après, nous allons parler après du deuxième tome de cette saga? Oui, je pourrais dire que je me suis vraiment attaché
à ce que ma petite histoire, elle soit inscrite dans la grande histoire. Je me suis également attaché à passer énormément de temps en documentation et je me suis également attaché à aller faire le plus de repérages possible. Je suis allé sur le lieu de la bataille de Vitoria, notamment. J'ai passé beaucoup de temps à étudier, bien que c'est évidemment beaucoup changé depuis l'époque. La topographie reste la même, la végétation reste la même, l'impression reste la même. Également, j'ai fait énormément de repérages en Haute-Soule, à Saint-Angras, notamment à Larot, en forêt d'Irati, du côté de Roncevaux, partout où se passe donc l'intrigue du premier tome, l'Estanque, cette espèce de chevauché de Pampelune à Larot en passant par Roncevaux. Et ça m'a également servi pour l'intrigue de 2020 où on retrouve pratiquement l'intrigue à 90-95% sur ces mêmes lieux. Bon, est-ce que nous pouvons maintenant parler du deuxième tome qui ne va plus alors se passer en Espagne, mais bien loin de l'Espagne? Ah, bien loin de l'Espagne, oui, bien sûr, parce que le petit dernier, qui s'appelle Soul Sisters, bon, il se passe évidemment en Soule, en Haute-Soule, comme le premier dans sa partie donc, contemporaine. Toujours les mêmes lieux, Tardets, Larot, Saint-Angras. Par contre, la partie historique, là, on n'est plus du tout dans la guerre d'Espagne, on est dans une autre guerre, on est dans une guerre beaucoup moins connue, qui s'est passée en Grèce. C'était la lutte donc des insurgés grecs pour leur indépendance contre l'oppresseur turc qui donc dominait la Grèce, occupait la Grèce depuis des siècles et des siècles. Donc on est sur les traces de Lord Byron qui avait monté une expédition pour aider les Grecs. Et là, nos héros montent également à leur niveau où ils vont convoyer des armes, de la nourriture, des médicaments pour aider donc les Grecs et également pour secourir des amis et des connaissances qui sont assiégés par les Turcs au pied du Mont Parnasse. Donc on est là sur les traces de Lord Byron, on est sur les traces donc de Trelawney, et on rencontre donc des personnages là aussi qui ont absolument existé, des personnages mais d'aventuriers dont la vie était plus grande que ce que l'on peut imaginer, avec des trajectoires absolument sidérantes. Et donc là aussi, la petite histoire de Jean-Jacques Darceau, de l'Estanque et de Soul Sisters croise donc Oui, et la grande histoire évidemment, oui, un peu à l'Alexandre Dumas, quoi. Parlez-moi de Soliman Pacha qu'on retrouve dans ce tome-là. Ah, Suleiman Pacha, lui, c'est un qui s'appelle en fait Joseph Anthelme Sève, qui commence sa carrière comme mousse à bord de la frégate Le Muiron qui ramène Bonaparte de son expédition égyptienne. Ensuite, on le retrouve en tant qu'espion, toujours à la solde donc, de l'empereur. Puis, on le retrouve durant les 100 jours, capitaine donc, de cavalerie légère. Ensuite, demi-solde, donc il crève la faim pendant plusieurs années, jusqu'à se faire embaucher comme colonel de l'armée égyptienne. Il épouse donc une musulmane, se convertit donc en tant que musulman, et puis prend très rapidement donc en main, forme l'armée égyptienne, en devient donc le généralissime,
Et puis il débarque en Grèce avec son armée égyptienne qui était à l'époque le vassal des Turcs. Donc lui aussi, on va le retrouver en tant que protagoniste dans l'histoire, donc l'Odyssée de nos quatre amis venus secourir les assiégés donc, de la grotte fortifiée du Montparnasse. Il y a aussi Marie Clermont dans cette... Marie Clermont, c'est la demi-sœur de Marie Shelley. Marie Shelley, la femme donc, du grand poète Shelley, et puis évidemment l'auteur donc de Frankenstein. Marie Clermont est sa demi-sœur et elle a eu un enfant naturel avec Lord Byron. Et Lord Byron l'a répudiée et selon elle a laissé mourir de misère leur enfant. Donc elle lui emporte une rancune et une haine incommensurable. Et puis elle va se retrouver avec nos quatre amis parce que elle veut absolument récupérer au moins une part d'héritage de la fortune de Lord Byron qui est resté en Grèce, puisque Lord Byron après son expédition en Grèce, il a carrément trépassé à Missolonghi de mauvaise fièvre et une bonne partie de sa fortune est restée en Grèce. Et donc Marie Clermont, Lady Clermont, elle essaie de toutes ses forces de récupérer une part du gâteau de l'héritage donc de Lord Byron, et va se retrouver un peu au sens propre comme au sens figuré sur le même bateau que nos quatre amis, donc François Floral, Colonel Stevenson, Florence Bergès et Paci. Bon, cette saga n'est pas seulement en Grèce, mais il y a aussi des passages en Dordogne, vous m'avez dit. Oui, nous avons deux ou trois protagonistes donc de, on va dire, la partie contemporaine, qui sont des voyageurs, puisque ce sont donc des citoyens britanniques. L'un est un chercheur de trésors, une ancienne figure, on va dire une ancienne rockstar, reconvertie. Il a sa fille, une espèce de petite adolescente, une petite peste très attachante, mais on va dire très difficile à gérer. Et puis la troisième personne, c'est une personne aussi très très importante, c'est une Anglaise, une libraire d'Oxford, qui s'est mis en tête contre vents et marées de remettre la main sur l'estanque parce qu'elle a eu accès à certains documents qui lui disent qu'il serait peut-être ou vraiment probablement toujours resté dans ce pays donc de haute chose. Donc ces trois Anglais, on va les trouver donc au premier tome en Pays de Soule, au cœur donc on va dire de l'intrigue, et puis on va les retrouver également au début donc du deuxième tome en Dordogne, parce que après bien donc des événements, ils allaient repartir donc en Angleterre via la Dordogne qui est on va dire très on va dire peuplée de citoyens britanniques, mais malheureusement ou heureusement on va dire les événements vont les ramener en Haute-Soule. Bon, et avez-vous une idée du troisième tome de la saga? Oh mais oui, puisque la saga finalement elle est dans ma tête depuis 5 ans. Donc le troisième tome, la partie contemporaine, l'intrigue va se resserrer, l'étau va se resserrer autour donc d'une femme qui est une femme, on va dire, très particulière, très puissante, qui peut faire autant le bien que le moins bien, voire le mal.
Et par contre, la partie contemporaine, historique, décidément, la partie historique, elle va rebondir en 1830, là encore 4 ou 5 ans après l'effet du deuxième tome, et nous serons à Paris. Nous serons en 1830, nous serons à la veille des Trois Glorieuses. N'en dites pas trop, vous viendrez le raconter à la radio web de l'Université du Temps Libre. Bien sûr. Bon. Je ne vous dirai pas comment va ressurgir le diamant, mais en 2020, il va réapparaître, ça je vous le garantis, pour peut-être disparaître aussi de façon mystérieuse et définitive. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Ajouter, j'aurais des centaines de choses à ajouter. Oui, vous m'avez surtout dit que vos personnages étaient ambigus. Mais on n'est jamais tout noir, on n'est jamais une crapule intégrale ou un héros intégral. On a tous nos zones d'ombre, nos incertitudes, nos lâchetés, nos courages. Et les salauds dans mes livres, ils ont parfois leurs motifs. Et les héros, on les voit aussi faiblir, on les voit aussi faire preuve de lâcheté ou de cupidité, mais surtout, on va dire, de surprise, et de revirement et de coups de théâtre. C'est un peu un des principes des thrillers, où on fait en sorte que tel ou tel, on va dire, coupable soit carrément insoupçonnable. Et là, c'est un peu les mêmes ingrédients et les mêmes ficelles, dirons-nous. Certains, on va dire, personnages se révèlent au fur et à mesure donc, du récit. Oui, alors en conclusion, moi je ne vais pas faire de conclusion, je vais prendre vos paroles. Vous m'avez dit que dans vos livres, rien n'est formaté. Mes livres ne sont pas étiquetés, je vous cite. On peut rire en les lisant. Les chutes abruptes sont parfois déroutantes pour le lecteur. Vous m'avez dit aussi, j'ai essayé de donner beaucoup de corps aux personnages féminins. Elles sont au centre de l'intrigue, elles ne sont pas des faire-valoir. Et tout au long des 2 premiers tomes, François Floréal, le colonel Stevenson, Pachi, Florence Vergès auront des destins inattendus. Oui, bien sûr. Si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est de tenir le lecteur en haleine. C'est pour ça que j'essaie de m'astreindre à garder du rythme, beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses qui sont évidemment inattendues. C'est le principe donc, du roman d'aventure. Que dire, il faut également donc de l'humour parce que on ne peut pas non plus être trop noir ou trop sérieux. Il faut aussi pouvoir rire, se détendre. Il y a des clins d'œil, il y a beaucoup de choses qui sont très très familières, donc qui seront très très familières à nos lecteurs. Ils reconnaîtront des lieux, ils reconnaîtront des situations, ils reconnaîtront sans doute aussi certains protagonistes. Il est très facile de s'identifier à mes personnages. Ce ne sont pas non plus, on va dire, des personnages qui viennent de la planète Mars.
Pour revenir donc au personnage des femmes, j'ai absolument donc voulu mettre plusieurs femmes, mais vraiment au cœur. Et c'est presque, je dirais, que les hommes qui sont un peu à la remorque des agissements et du bon vouloir de certains personnages féminins. Mais oui, les personnages féminins ne sont pas mièvres. Le récit n'est pas mièvre, je vous garantis qu'il y a du souffle, il y a du panache, il y a de l'aventure, il y a aussi de la comédie, du drame, etc., etc., etc. Bon. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques. Nous incitons beaucoup les auditeurs de l'Université du Temps Libre à aller sur le site de Librinova et de lire vos livres. Ils passeront un agréable moment. Bon, nous espérons vous revoir bientôt pour que vous puissiez nous parler avec détail de ce 3e livre qui est en gestation. Je n'y manquerai pas, je vous remercie infiniment.